Alors, je propose de reprendre donc pour cette dernière table ronde, donc sur les personnes transgenres dans le sport. Alors, je ne m'appelle pas Lyotard, mais voilà, Philippe Lyotard n'a pas pu nous rejoindre, il s'excuse, et donc c'est moi qui le remplace au pied levé. Chez un individu, les sexes chromosomiques, anatomiques, hormonales ne coïncident pas toujours et ne convergent pas non plus avec le genre, qui peut aussi prendre plusieurs visages. D'où une confusion des genres qui alimente aussi les études sur le sujet. Les différences sexuelles ne se trouvent pas seulement dans les parties génitales ou dans les chromosomes, elles irriguent finalement l'ensemble de la société à travers des images qu'en proposent les institutions, la culture populaire, les arts, etc. Le processus de socialisation nous confronte donc à ces rôles en nous incitant à en adopter certains et à en rejeter d'autres, suivant cette fameuse bipartition, femme ou homme. Ces rôles conditionnent ainsi nos constructions identitaires, suivant des codes, des techniques, des images qui nous préexistent, construisant alors nos corps, d'une certaine façon, à être conformes à cette bicatégorisation. Cela produit donc un double processus sur, on pourrait dire, les corps, entre guillemets, non conformes. Invisibilisation, d'un côté, et visibilisation de l'autre, dès que la transgression à cette conformité est repérée. L'expansion et le succès du concept de genre dans l'univers culturel occidental de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle viennent brouiller l'ordre classique des représentations et cette dynamique visibilisation-invisibilisation des corps à travers précisément les revendications et les actions des minorités LGBT+. Les personnes transgenres, en présentant une différence précisément entre le sexe et le genre, transgressent ces normes qui sont très naturalisées. En raison de cela, elles sont plus que d'autres susceptibles de souffrir de discrimination et de violences genrées. C'est la raison pour laquelle certaines et certains cherchent à se dissimuler quand d'autres, au contraire, souhaitent apparaître et utilisent justement des techniques de visibilisation. Le monde du sport constitue un observatoire privilégié de ces questions, parce qu'il est précisément un espace social où les normes de genre sont très présentes, où l'homophobie et la transphobie, comme la domination masculine d'ailleurs, sont toujours très présentes, que ce soit d'ailleurs dans les institutions ou dans les pratiques sportives quotidiennes. En conséquence, en déviant des normes corporelles dominantes, les personnes trans sont soumises à des formes de rejet, de discrimination, de violence, qu'elles soient conscientes ou inconscientes d'ailleurs. Et pour en parler, aujourd'hui, nous accueillons à cette table ronde 4 personnes savantes et impliquées dans ces questions, 2 jeunes chercheuses qui conduisent actuellement une thèse de doctorat sur le sujet, Ludivine Brunès et Ludivine Levaux, et 2 acteurs et actrices du monde sportif, Sandra Forgue et Jean-Bernard-Marie Moll. Alors, je ne vais pas présenter chacune d'entre vous au-delà. Je pense que vous le ferez vous-même et vous le ferez mieux que je ne puis le faire. Et je voudrais d'abord, avant de vous donner la parole aux unes et aux autres, poser d'abord une question en quelque sorte pour lancer la discussion. Pourriez-vous d'abord nous dire, à la fenêtre qui est la vôtre, quelle est la réalité concrète qui est faite aux personnes transgenres dans le sport aujourd'hui? Et je propose donc la prise de parole en fonction un petit peu de l'ordre prévu dans le programme. Ça marche là? Tout le monde m'entend? Oui. Laissons la parole à Sandra Forgue, qui a été champion olympique et championne du monde de canoë-kayak biplace et qui est certainement la mieux placée en tant que sportive de très haut niveau pour le définir. Allô, voilà, vous m'entendez très bien. Écoutez, bonjour à tout le monde. Merci Marie de me définir comme ça. Je suis très, très touchée et très gênée. Alors effectivement, j'ai eu la chance dans ma carrière de gagner les Jeux Olympiques, de gagner 5 fois les championnats du monde avec mon équipier Franck Addisson dans les années 90.
années dans lesquelles la transidentité était encore perçue comme une maladie mentale. Donc, grand Dieu, je n'essayais pas de m'exprimer ma transidentité pour ne pas paraître tout simplement aux yeux de la société comme quelqu'un d'anormal. Donc, j'ai attendu mes 45 ans pour faire cette transition, tout simplement au pied du mur. Donc, je ne suis pas une sportive de haut niveau. J'ai été un sportif de haut niveau. Par contre, je suis une sportive aujourd'hui de loisirs. Je pratique le handball en club. Je fais toujours du canoë et puis de la course à pied. Quand, je veux dire, il y a quelques années, on me posait ces questions d'équité, j'avais des a priori, j'avais un certain nombre, comme tout le monde, de questionnements sur ces sujets-là, moi-même pensant que j'avais gardé une certaine faculté dominante. J'ai très vite vu que ce n'était pas le cas. Je ne l'expliquais pas. Même si j'ai un background scientifique, je n'ai pas un background ni physiologiste, ni biologiste. Voilà, donc tout simplement, j'avais peu de connaissances sur le sujet. À l'époque, on était dans une balance positive de la transidentité dans la société, c'est-à-dire, comme c'est un sujet qui est très récent, les quelques cas un petit peu médiatisés ont fait apparaître au grand jour cette nouvelle partie de l'humanité, cette ultra-minorité, mais qui apparaissait non plus comme quelque chose de déviant ou de malade, mais comme une diversité que peu d'études prenaient en compte, puisque, à part dans le côté médical, personne n'essayait de gérer comment on pourrait interagir cette minorité dans la société. Et puis, ce balancier est retombé, les crispations du monde ont fait que la parole a été ouverte à un certain nombre de néoconservateurs violents qui se sont empressés de prendre le sujet, non pas pour étudier l'affaire, mais pour discriminer en toute légalité cette partie transgenre qui représente avec l'homosexualité un degré de liberté que les régimes autoritaires veulent faire taire, bien évidemment, pour mieux contrôler la société. Donc, je ne sais pas si je déballe, si je fais ça ou si je passe la parole avant, hein, je ne sais pas trop. Non, on va y revenir sûrement. Bien, alors moi je me présente, je suis JB Moll-Marie, docteur en sciences des sports, enseignant-chercheur en STAPS au laboratoire Coriculture, où j'ai eu le plaisir d'avoir comme élève Sylvain Ferrès. Perso, j'ai beaucoup travaillé sur la transidentité dans le sport, parce que j'ai un parcours de journaliste sportif, et je me suis rendu compte que tout de suite, si on voulait faire changer les choses, il fallait être au cœur des institutions. Vous-même, les scientifiques, vous faites un travail remarquable, mais vous proposez. Et à un moment donné, si on veut agir, bien, il faut être au cœur de la bataille. Et le cœur de la bataille, c'est les fédérations. J'ai eu la chance d'être directeur de la communication pendant les campagnes présidentielles à la Fédération française de rugby de Bernard Laporte. Nous avons gagné en 2016. Et en 2020, quand il est venu me chercher pour faire une nouvelle campagne que nous avons gagnée, il m'a demandé, JB, est-ce que tu veux faire partie de la liste? Je lui ai dit non, mais ce que je souhaiterais, c'est que tu m'aides à créer une commission contre les discriminations et notamment pour travailler sur l'inclusion des transidentitaires. Il m'a dit OK, l'élection s'est passée et sitôt fini, il m'a donné donc le droit de créer cette commission qui s'appelle la CADET, Commission Anti-Discrimination et Égalité de Traitement. C'était en 2020. En 2021, je me suis attaché tout de suite à faire bouger les mentalités au sein de la fédération de rugby, ce qui n'était pas facile. Au sein de cette commission, j'ai recruté des personnes qui ne sont pas forcément du rugby, comme Sandra, comme d'autres qui venaient d'autres sports, voire des politiques, comme Hussein Bourgi, le sénateur, qui récemment a fait voter la loi sur le dédommagement des homosexuels qui avaient été déportés pendant la Seconde Guerre mondiale. Patrick Vignal, le député, qui a célébré le premier mariage pour tous à Montpellier. Et nous tous, ensemble, on a réussi à faire bouger les lignes, puisque
la Fédération française de rugby a légiféré en 2021 sur l'inclusion totale des transidentitaires, des transgenres dans le rugby, c'est-à-dire que toute joueuse transgenre qui a une licence rugby peut pratiquer officiellement notre sport en toute légalité. Et nous sommes la seule fédération aujourd'hui, d'ailleurs, à l'avoir fait. Aujourd'hui, 4 ans plus tard. En 2022, j'ai créé avec la cadette le premier tournoi gay-friendly inclusif à Marcoussis, ce qui ne s'était jamais fait. Et l'an passé, pendant la Coupe du Monde, après moult tractations avec World Rugby, je vous expliquerai après, on y reviendra avec Sandra, le rôle des fédérations internationales par rapport aux fédérations nationales. Donc nous avons organisé la Rugby is my pride, avec un grand symposium sur le libre arbitre dans le sport, un tournoi international, mais où les transgenres ont été interdits. Parce que World Rugby interdit la pratique aux transgenres dans ses compétitions internationales, ce qui revient à dire aujourd'hui que les transgenres peuvent jouer en France, mais ne seront jamais internationaux dans quelque catégorie que ce soit. Voilà. Et ayant trouvé que j'avais fini tous mes engagements, bien, j'ai été recruté par la Fédération française de football pour faire la même chose. J'ai été introduit hier au siège de la Fédération française de football et j'espère pouvoir avoir la même réussite qu'en rugby. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Ludivine Brunès et je suis en 4e année de doctorat à Rennes 2. Et je travaille sur la relation des jeunes adultes trans avec les pratiques sportives de loisirs. Où du coup, dans mon travail, j'essaye de me décentrer du duo transidentité et sport qui est souvent perçu au travers de la problématique des femmes trans puisqu'elles ont un taux de testostérone qui est considéré comme un produit dopant, naturellement plus élevé que des femmes cisgenres, donc c'est-à-dire assignées femmes à la naissance et se reconnaissant dans leur identité de femme. Et pour me centrer sur une plus large partie des vécus trans sportifs à travers le sport de loisir, c'est-à-dire du sport non professionnel, non de haut niveau, et sans forcément dire que ça ne sert à rien de se centrer sur les femmes trans, loin de là, mais c'est simplement que les vécus de la majorité, le vécu sportif de la majorité des personnes trans actuellement est peu, voire pas étudié. C'est-à-dire que les sportifs de haut niveau, ça représente 4% des licenciés français et françaises. Dans ces 4%, on peut se douter que la population haut niveau trans est encore plus faible que 4%. Et pourtant, des sportifs et sportives trans, il y en a plein, il y a plein de licenciés, etc., que ce soit dans des fédérations LGBT, dans des clubs sportifs LGBT ou non LGBT, ou même pas licenciés, simplement dans une pratique personnelle, quotidienne, hebdomadaire, etc. Et donc moi, j'essaye de me centrer sur eux et elles, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils attendent, quels sont leurs besoins par rapport aux infrastructures, aux institutions. Et tout ça, je le mets en parallèle avec ce que peuvent vivre les clubs sportifs LGBT, les clubs sportifs non LGBT. Et je suis aussi le travail de Nantes Métropole dans la réalisation et la rénovation d'espaces sportifs et comment est traitée la question du genre, des transidentités ou du corps en général dans les espaces genrés sportifs, par exemple les vestiaires, les douches, les sanitaires majoritairement. Donc, bonjour à tous et à toutes. Moi, je me présente, je suis Ludivine Levaux, aussi en 4e année de thèse à l'Université de Lyon 2. Et donc, moi, je travaille aussi sur la question des personnes trans dans le sport, mais d'un point de vue sur le sport amateur et globalement plutôt sur le sport LGBT+. En effet, je mène une enquête ethnographique et l'enquête ethnographique m'a surtout mené dans les terrains LGBT+. Et donc, de fait, comme les terrains des personnes trans que j'ai suivis sont principalement dans les terrains LGBT+, je m'intéresse principalement à la façon dont les personnes LGBT+, vivent, pratiquent le sport dans les espaces queer, autrement dit les espaces LGBT+. Moi, mon travail consiste surtout à analyser les frontières du genre dans le sport,
Donc c'est-à-dire, en gros, pour les personnes trans, on peut définir de plusieurs manières. La façon la plus facile à faire, ça va être définir en tant qu'identité de genre différente de celle assignée à la naissance. Toutefois, moi, je prends un peu un décalage et un peu dans la logique de Emmanuel Bobatti, avec l'idée que les personnes trans sont des transfuses de sexe. Moi, d'un point de vue anthropologique, je m'intéresse à l'idée que les personnes trans sont des personnes qui passent par un rite de passage afin de changer de statut sexué et ou genré. Donc dans ce sens-là, je m'intéresse les personnes comme franchissent ces frontières du genre. Mon intérêt, c'est comment ce franchissement des frontières du genre a un impact sur les pratiques sportives et comment les pratiques sportives réagissent à ce franchissement des frontières, que ce soit en modifiant les pratiques sportives ou en excluant les personnes trans, etc. Donc vraiment, il y a un rapport à la fois comment le sport évolue au contact des personnes trans et comment les personnes trans, par rapport à la manière dont elles vont être accueillies dans le sport, vont agir par rapport à cette exclusion ou cette inclusion. Donc ça va être notamment sur le travail du corps, sur la manière de se présenter, de dévoiler la transidentité ou la cacher, que ce soit dans les manières de s'habiller, dans les manières de pratiquer, de dire ou de taire, dans les vestiaires et donc globalement dans la pratique. Et ceci, comme je disais, dans le sport queer, parce que globalement mes terrains m'emmènent dans le sport queer. Parce que le sport queer, qu'on pourrait considérer comme un sport alternatif, est en fin de compte pas tellement alternatif que ça. Il y a une certaine logique qui est très proche du sport classique, avec une logique de compétition. Par exemple, là, j'ai avec moi des médailles qui sont distribuées dans des compétitions classiques. C'était c'est une médaille d'or qui a été donnée pour des Eurogames. Donc les Eurogames, c'est une compétition internationale LGBT+. Du coup, il y avait tout le temps, c'était en athlétisme, donc il y avait une première personne, une deuxième place, une troisième place, etc. Donc les personnes qui n'avaient pas le niveau n'avaient pas de médaille. Donc symboliquement, il y a, comme dans le sport classique, un rapport à la compétition qui est relativement proche. Voilà, bon, après je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'on aura, mais globalement, il y a un rapport au sport classique qui est relativement proche. La seule différence, c'est que culturellement, il va y avoir tous les symboles de la communauté LGBT+, qui vont être mis en avant à la place des symboles type les anneaux olympiques, des Jeux olympiques ou autres. Par exemple, sur le podium aux Eurogames, il y avait 2 petits drapeaux arc-en-ciel qui encadraient le podium pour indiquer que c'était un podium LGBT+. Mais en gros, c'est un sport classique, mais avec une propre culture queer qui est mixée. Mais la compétition continue à exister au sein de cet univers-là. Et qui dit compétition dit remise en jeu des frontières du corps et des frontières du genre, dans le sens où, par exemple, les femmes trans, dans les endroits où une compétition peut être mise en avant, vont être perçues comme dans le sport classique, comme possédant un avantage injustifié à cause de leur anatomie, et donc vont être de temps à autre mises sur le côté pour et créer une équité sportive entre les femmes trans et les femmes cis. C'est-à-dire, pour prendre un exemple, de 2 clubs de foot différents que j'ai suivis, et je m'arrêterai là après, il y avait d'un côté un club qui était plutôt axé sur le loisir et non pas très compétitif, et un autre qui était axé sur la compétition. Donc les 2 clubs fonctionnaient à peu près de la même manière. Au départ, des entraînements techniques, tactiques et autres, et à la fin des entraînements, pendant une demi-heure à peu près, il y avait des matchs entre toutes les personnes au sein de l'équipe. Donc généralement, c'était 2 équipes de 7. Des fois, ça peut être 3 équipes de 7 ou autre, en fonction du nombre de pratiquants et pratiquantes sur le terrain. Et donc, dans l'équipe A, celle qui est compétitive, les femmes trans n'étaient jamais mises dans les mêmes équipes. En fait, elles étaient tout le temps mises dans des équipes différentes, dans une logique d'équilibrer les équipes. Alors que dans l'équipe non compétitive, celle de loisirs, les femmes trans pouvaient être mises dans la même équipe. Donc il y avait bien cette idée que inconsciemment, les femmes trans étaient perçues comme ayant des avantages physiques, et que pour équilibrer à peu près la pratique sportive, il fallait les mixer, il fallait les séparer et les mettre dans des équipes différentes. Et au niveau des manières dont les personnes trans, des personnes cis, des fois parlaient des personnes trans, il y avait toujours cette mise un peu de dire le corps est un peu différent, donc il faut que tu fasses attention, ne tire pas trop fort, tu es trop grande, tu cours trop vite. Donc il y avait tout un tas de manière de montrer que les personnes trans avaient un corps différent, et donc du coup il fallait un peu les mettre à côté, et donc toujours dans cette logique que le corps étant différent, il faut un peu le mettre à l'écart.
Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon, je ne sais pas combien de temps je vais avoir pour discuter. Donc voilà. Bien, alors, c'est Ludivine, non, c'est ça? Ah d'accord. Ça va faciliter les choses. Ouais. Alors Ludivine a l'air péremptoire, notamment sur des avantages injustifiés. Je pense que tu t'avances un peu vite quand même, parce que justement, c'est la problématique majeure pour l'inclusion des transgenres dans le sport de haut niveau. Il y a la ministre Amélie Oudéa-Castéra qui vient de créer un comité d'experts scientifiques sur la transidentité dans le sport de haut niveau, dont nous faisons partie avec Sandra. Et je peux te dire que si on disait que les avantages des transidentitaires sont injustifiés, on nous mettrait des coups de balai sur la tête. Hein. Perso, quand il a fallu légiférer en rugby, nous l'avons fait avec la direction technique nationale, la commission médicale, la commission juridique, le sélectionneur et la cadette. Déjà, il a fallu convaincre la commission médicale, qui est présidée par Roger Salamon, professeur de médecine à Bordeaux. Heureusement que nous sommes avec une culture rugbystique où nous appréhendons le fait que notre sport est un sport de différence. C'est un agglomérat de joueurs grands, petits, lents, rapides, gros, sveltes, malhabiles, adroits. Donc c'est une addition de différences et il a convenu avec nous qu'on n'allait pas ajouter une différence par rapport au genre dans notre sport. Ensuite, il a fallu convaincre justement le service juridique et la direction, notamment Florent Lajatte, qu'il n'y avait pas justement de danger et que les adversaires étaient en sécurité quand elles allaient affronter un transgenre. Parce que nous pouvons avoir un transgenre de 110 kilos qui affronte une joueuse de 70 kilos, ça peut arriver. Et Sandra a fait partie aussi de ce comité de réflexion où nous avons créé un comité qui s'ajoute à la cadette où si jamais nous sommes exposés à un gabarit exceptionnel ou à un athlète, un joueur qui a un physique qui manifestement est inéquitable et qui risque de mettre en danger la sécurité des adversaires, nous prendrons une décision pour, malheureusement, l'empêcher de pratiquer notre sport. Pour le moment, ce n'est pas arrivé, mais on a mis cette soupape de sécurité qui est obligée par rapport aux assurances. Parce que c'est facile d'évoquer les choses comme ça, mais il faut convaincre les assurances aussi de délivrer des licences aux transidentitaires. Bien, alors une fois qu'on a convaincu le côté médical, le côté assurantiel, il a fallu convaincre le comité directeur. Et le comité directeur, c'est pas fait que de dirigeants de la première génération ou la génération Z qui peuvent comprendre le libre arbitre, le vivre ensemble, le respect de l'autre. Ils en sont encore au vieux précepte que le rugby, c'est un sport où on se file sur la gueule, on se met des tartes, hein, et si jamais un joueur de rugby qui est devenu transgenre, femme, a la même attitude que ses anciens compagnons, ça risque de faire du mal, quoi. Donc il a fallu les convaincre, on y est arrivé, on y est parvenu. 3 ans après, je vous donne le bilan. Excellent. Excellent. Aucun adversaire n'a renaclé. Pas d'insultes, pas de discrimination, pas de propos malsains. Respect absolu de 2 joueuses qui évoluent en élite 1 et en élite 2. Et aujourd'hui, et je conclus cette première partie, à partir du moment où, dans toutes les fédérations, ils vous disent « Mais qu'est-ce que vous venez nous emmerder avec vos transidentitaires ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. » Évidemment qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'offre. Ils n'ont pas de règlement. Donc il n'y a pas de demande. Mais nous, à partir du moment où on a fait l'offre, la demande cette année, c'est que dans les clubs, nous avons 5 clubs en France inclusifs, ou gay-friendly, comme vous voulez, il y a 30 parents qui sont venus avec leur minot en disant, voilà, mon fils, il est atteint de dysphorie de genre,
et on souhaiterait qu'ils s'inscrivent pour jouer au rugby. Pourquoi ils sont venus? Parce que nous avons légiféré, nous avons ouvert la porte au libre arbitre, à la sécurité des joueuses par rapport à ce qu'elles ne peuvent pas prétendre peut-être dans des clubs officiels qui pratiquent la compétition, comme l'a dit Ludivine, d'une manière purement sur la performance. Donc voilà, c'est un grand succès pour moi, pour nous, pour la cadette, pour Sandra, et on va essayer de faire ça dans d'autres sports, mais je tenais à vous dire quand même que la ministre, quand elle a vu le succès de la cadette, elle a demandé à ce que la cadette soit dupliquée à toutes les autres fédérations. L'enquête gouvernementale sur la gouvernance des fédérations sportives du Parlement, dans l'article 52, demande que chaque fédération soit dotée d'une commission justement en charge de la lutte contre les discriminations et pour l'inclusion, et que la prochaine loi que va sûrement déclarer AOC, Amélie Oudéa-Castéra, après les Jeux Olympiques, va intégrer probablement l'obligation à toutes les fédérations d'avoir une commission comme celle que se sont dotées la Fédération de rugby et actuellement la Fédération française de football. Sandra? Alors, je confirme qu'on travaille dur à cette commission ministérielle. Deux choses que je voudrais remarquer par rapport aux propos qui ont été tenus, c'est qu'on veut souvent opposer le sport de haut niveau avec le sport amateur loisir. Et comme Ludivine l'a très bien dit, tout dépend de comment on appréhende cette chose. Il y a des sportifs de haut niveau qui font ça autant bien pour participer. Le fameux dicton, on est là pour participer. Et qui même sur des championnats du monde ou autres, de toute façon, sont tellement loin des podiums qu'ils sont là pour faire le meilleur d'eux-mêmes, mais ne vont pas aller à l'encontre du top 10 parce qu'ils n'en font pas partie. Et puis on va retrouver dans des clubs de corpo de foot ou autres des personnes dans un loisir le plus total, mais qui sont hargneux et qui veulent absolument gagner et refaire les règlements et faire les tapis verts et essayer d'éliminer les autres. Donc, on voit bien, puisqu'en plus, là, on est dans le sport LGBT, que ça ne devrait même pas être un sujet d'être une personne trans dans une équipe. Et finalement, ça l'est quand même. Pourquoi tout cela? Tout simplement parce que le sport de haut niveau ou le sport amateur requiert plusieurs choses. D'abord, il s'agit d'un amusement. Un amusement qui peut après devenir professionnel avec des enjeux financiers, tout ça. Mais le fond même de l'activité est un jeu dans lequel on doit pouvoir gagner, on doit pouvoir perdre, et dans lequel on va définir une forme d'équité. L'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, ça veut dire que globalement, chacun a la même chance, c'est pour ça que la cadette s'appelait égalité des traitements, a la même chance de pouvoir gagner, de pouvoir performer. D'où les catégories d'âge, les catégories de poids, les catégories féminines, tout ça pour visibiliser une partie de population qui, sans ça, serait très certainement invisibilisée. Si on va reprendre la catégorie féminine, ça a permis beaucoup l'émancipation de la femme dans la société. On a vu les grandes avec Anaïs Boyon, toutes les difficultés qu'ont eu les femmes à exister au travers du sport. Et il a fallu attendre globalement un demi-siècle avant qu'au JO, on ait une équité de représentation. Et on sait à quel point tout cela est très fragile. Ce que vivent les personnes trans aujourd'hui, c'est ce qu'ont vécu les femmes cisgenres dans les années 70. C'est-à-dire que dans les années 70, il y avait des docteurs res sciences et des docteurs médicaux qui avaient prouvé scientifiquement qu'une femme ne pouvait pas courir plus de 800 mètres sans mettre à mal son intégrité et potentiellement sa fertilité, qui était le quasi-usage unique de la femme. Donc, ça fait rigoler tout le monde aujourd'hui, sauf qu'à l'époque, celles qui ont vécu ça, c'était absolument terrible. Donc, il y a eu mai 68, donc il y a eu une forme de libération derrière, au travers de la libération de la sexualité. Mais la personne transgenre, en 2020, à peine, au niveau de l'OMS, nous ne devenons plus des malades mentaux. En 2020, ou 21 même, je sais pas, fait quelque chose de très proche. En France, c'est 2010. Moi, je fais ma carrière, c'est dans les années 90. Donc, on n'a aucune donnée, en fait, concrète, réelle, pour pouvoir analyser de façon scientifique ces choses-là.
contrairement à tout ce qu'on pourrait nous amener comme soi-disant la science prouve, ainsi de suite, la science nécessite la reproductibilité, nécessite la statistique de grande échelle, nécessite un certain nombre de rigueurs d'éthique scientifique qu'aujourd'hui, le temps n'a pas. Non seulement les 0,4% de transidentitaires dans le monde représentent même pas celle du sport, qui doit être 0,0 quelque chose. Donc, on voit bien que dans les études, seules quelques poignées de personnes sont réellement testées. Et encore de là, il n'y a aucun athlète de haut niveau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on va regarder le prisme de la problématique qui est très clivante, hein, on voit bien les insultes, la masse d'informations qui concernent ce sujet-là est énorme. La quasi-totalité est totalement ignare, la quasi-totalité est complètement à côté de la plaque, mais elle fait écho dans l'ensemble des médias, et cet écho est tellement violent que les politiques prennent à bras-le-corps cette problématique et sous pression vont prendre des décisions. Donc nous sommes en train d'étudier tout ça. Nous avons à peu près fait la moitié des auditions de personnes expertes sur les sujets au niveau mondial. On ne va pas dévoiler évidemment la nature de nos études, tout ça, mais les choses assez essentielles qui ne sont pas l'état de la commission, mais on sait très bien qu'aujourd'hui, les décisions des fédérations internationales qui ont été prises ne l'ont pas été au travers, comme ça a été dit, des études scientifiques, mais l'ont été au travers d'une vindicte populaire. Et on voit bien que les a priori, même moi je l'avais, de dire ce sont des gens qui sont plus costauds, plus forts, ainsi de suite. On sait qu'il y a des avantages liés très concrètement à l'apparition de la testostérone prénatale et puis ensuite tout au cours de la puberté. Mais on sait aussi qu'une transition hormonée déséquilibre totalement un corps en équilibre. On sait aussi que le haut niveau, ou le sport en règle générale, la performance est liée à des équilibres corporels. Sinon, c'est les plus grands, les plus forts qui gagneraient. Or, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que cet équilibre soit parfait. Pour que cet équilibre soit parfait, il ne faut pas le casser. Donc, une transition hormonée casse tout ça. Et on sait que s'il y a des avantages, il y a aussi des désavantages. Donc, la commission étudie ça de très près, connaître un peu les limites pour pouvoir faire une proposition. Donc, ça, je ne vais pas l'évoquer, évidemment. Mais globalement, les décisions aujourd'hui sont totalement politiques. Et là où le cynisme est le plus fort, c'est que le CIO qui a dit, bon, je le répète, hein, ce n'est pas un secret de polichinelle de la commission, a dit très clairement, écoutez, on voit bien que les études se contredisent les unes les autres. Maintenant, la chose qui nous remonte, c'est que les sports sont très différents. À l'intérieur des sports, les disciplines sont très différentes et donc il n'y aura pas de réponse unique. Donc le mieux, c'est de laisser aux fédérations internationales le choix de décider. Elles seront à même plus capables de choisir quelles sont les limites ou quelles ne le sont pas. Donc on trouve ça très vertueux, on dit bravo le CIO, c'est génial. Mais qui gouverne les fédérations internationales? La Russie, les pays de l'Est, l'Afrique, l'Amérique du Sud? Dans certains pays, on n'existe pas. Dans d'autres pays, nous sommes le diable. J'ai assisté à une conférence de pays africains dont un journaliste africain était tout gêné. Il avait envie de poser une question, mais il a posé à quelqu'un d'autre parce qu'il ne pouvait pas me parler. Sinon, il allait avoir une malédiction qui allait lui tomber dessus. Comment voulez-vous que ces fédérations internationales, sous pression de ces pays-là, abonde dans le sens d'une ouverture. Donc on est piégé, en fait, dans un cercle vicieux qui est celui de la gestion de la gouvernance politique et la gestion de la gouvernance politique dans le sport, qui s'est complètement trompé d'origine dans le sens des études d'ailleurs, parce que lorsque vous avez un sujet à étudier, typiquement l'équité entre les femmes trans et les femmes cisgenres. En tant que scientifique, vous devez tous être. Première question qui vous vient, c'est de les comparer. Ah ben non. Non, trop facile. On ne compare pas les femmes cisgenres avec les femmes transgenres. Non, on compare les femmes avec les hommes.
plus de 30 études, des médecins, des professeurs de toute la planète et de l'univers se sont réunis pour montrer scientifiquement que les hommes étaient supérieurs aux femmes physiquement, globalement, en moyenne. Et puis après, ils essayent de démontrer que comme les hommes trans sont des hommes qui n'ont pas suffisamment réduit leur capacité, alors il y a une supériorité. Excite les déséquilibres corporels, excite les années de non-pratique liées à une transition, excite tous les désavantages qui pourraient être associés à ça. Et encore même, ça ne répondrait pas à est-ce que dans le temps T, il y a une équité ou il n'y en a pas. On revient sur le passé des personnes, ce qu'on ne fait pas avec les gens qui ont été dopés. Typiquement, les puissances musculaires qui sont liées avec des noyaux cellulaires propulsés, largement agrémentés par la testostérone, ne diminuent pas une fois qu'on arrête la testostérone. Le muscle se réduit, mais le nombre de noyaux ne réduit pas. Mais on ne sait pas aujourd'hui ce que ça représente sur la performance. On ne sait pas, est-ce qu'il vaut mieux plein de noyaux mais pas efficient, plutôt que... tout ça, ce sont des bouts de phrases scientifiques qui sont lancés, encore une fois, à charge, contre les personnes transgenres. Et là non plus, ce n'est pas un secret de polichinelle que les fédérations internationales ont une pression tellement violente, avec une vindicte populaire, que même les gens qui voudraient nous défendre à l'intérieur de ces fédérations internationales sont insultés, sont menacés. Et lorsqu'elles prennent des décisions contre les personnes trans, il n'y a personne qui vient râler. Donc le jeu est joué. Ouais, je rebondis sur ce que tu viens de dire, Sandra, avant de passer la parole à Ludivine. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'il y aura des transgenres aux Jeux Olympiques? J'ai répondu hier à un journaliste de Charlie Hebdo qui va faire un long article. Il n'y en aura pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que World Aquatique, c'est-à-dire l'ancienne FINA, interdit. Le World Athletic, l'athlétisme, les interdit. World Rugby, par exemple, les interdit. Pour le rugby à 7. Pour le foot, c'est pareil. L'UCI, en cyclisme, pareil. Donc, comme j'ai dit aux journalistes, il n'y en aura pas. Il y en aura peut-être un ou deux, comme ça, d'une fédération qui n'ose pas, en plus, le dire. Mais les transgenres aux Jeux Olympiques, c'est 0. Voilà, sachez-le. Et tout ça, pourquoi? Parce que le CIO délègue aux fédérations nationales, en leur disant, internationales, pardon, en leur disant, à vous de choisir, oui ou non. Alors, c'est vite fait, hein. Pas d'ennui, non. Pourquoi non? Parce que derrière, il y a beaucoup de politiques, comme vient de le dire Sandra, Poutine, les pays slaves, tous les pays du Moyen-Orient qui n'en veulent pas. Point barre. Ils n'en veulent pas. Donc, on ne cherche pas, même on ne fait pas d'études, rien. C'est non. Point. Voilà. Voilà où on en est. Alors, zéro peut-être pas aux Jeux Olympiques. Aux Jeux de Tokyo, il y en avait... Non, mais je parle de... Oui. Mais par exemple, il y avait Alana Smith qui était non-binaire en skate, qui ne s'est pas encore positionné non plus comme fédération. Il y avait Laurel Hubbard en haltérophilie, qui, je sais pas, vu son âge, je ne sais pas si elle reviendra aux Jeux Olympiques, mais elle y était en 2020. Il y avait Chelsea Wolfe en BMX, et il me semble que la fédération ne s'est pas encore positionnée. Là aussi, en BMX aussi. Queen en foot. Donc, mais après, il faut savoir aussi qu'au JO de Rio en 2016, il y avait 50 athlètes queer qui s'étaient outés, qui s'étaient revendiqués comme trans, pas vraiment trans, plutôt lesbiennes, gays ou bi. Oui, non, mais queer en tout cas. Et en 2020, ils étaient presque 200. On était sur, il me semble, 183 athlètes ouvertement queer. Ce qui fait qu'il y a quand même une augmentation. Après, sur le nombre d'augmentation d'athlètes trans, ça reste en effet compliqué puisque en 2020, il y avait eu le Covid. Les décisions sur le fait que les fédérations, débrouillez-vous et adaptez en fonction de vos spécificités
venaient de sortir, donc ils avaient peut-être, c'était en 2018 il me semble, donc il n'y avait pas eu encore de reprise par les fédérations. Là en effet, beaucoup de fédérations où si c'est pas interdit, on va demander aux femmes trans, parce que ça concerne toujours uniquement les femmes trans. Les hommes trans et les personnes non binaires sont totalement invisibilisés, puisque on part du fait que les hommes trans sont de base des femmes, et donc il n'y a pas trop de risques pour les podiums. Et pour les personnes non binaires, de toute manière, elles sont dans la plupart des pays non reconnues, puisque il n'existe pas de genre non binaire, il n'existe rarement de troisième genre, etc. Et donc, c'est uniquement les femmes trans qui sont concernées. Et par exemple, la fédération d'athlétisme demande 2,5 nanomoles de testostérone par litre de sang. Donc, un taux biologiquement... Non, c'est interdit. Ah non, c'est interdit. Bah, alors, interdit. Donc, interdisé jusqu'à récemment. Enfin, limité à 2,5 nanomoles. Et 2,5, ça représente un taux biologiquement féminin. À titre de comparaison, les hommes cisgenres, ou la biologie masculine, c'est 13 à 18 nanomoles par litre de sang, et les femmes entre 1 et 3 nanomoles par litre de sang. Donc il y a toute cette difficulté-là aussi de perception de la femme trans à travers son genre assigné à la naissance. Et donc derrière ça, le sexisme sportif de considérer que la femme est toujours plus faible que l'homme, et qu'intégrer des femmes trans, c'est risquer la place des femmes cis qui ont déjà bataillé, sont déjà en difficulté pour gagner des podiums dans le sport, etc. Et donc, au-delà de considérer, de revoir les catégories, de revoir, d'intégrer les personnes trans, ça peut être aussi de revoir entièrement le système sportif, où, de toute manière, le système sportif se dit équitable, et se veut égalitaire, etc. Mais ne l'est pas du tout. Enfin, on a plein de sportifs qui ratent des qualifications en équipe nationale pour des raisons de poids, pour des raisons de taille. On prend l'exemple du volley. Si vous ne faites pas 1m80, 90, vous avez peu de chances de passer les sélections par rapport à quelqu'un du même niveau qui est plus grand que vous. Et donc, peut-être que ça peut être tout simplement que de se baser sur des catégories hommes, femmes, binaires, parce que toute notre société est construite autour de cette séparation hommes et femmes, peut-être de considérer les personnes qui passent un filet en volée de 2,30 m, de 2,50 m, qui vont en perche sauter à X mètres, etc. Peut-être de reconsidérer toute la construction sportive, mais cette reconsidération, ça implique aussi une reconsidération entièrement sociale, de se dire, mais hommes et femmes ne sont pas forcément tout le temps à devoir être séparés. Et ça peut être, par exemple, de favoriser également une mixité dans les compétitions, de ne pas penser que les hommes et les femmes ne peuvent pas concourir ensemble. Ça commence à transparaître, par exemple, soit dans les sports nouveaux comme l'ultimate, qui est de base mixte, en athlétisme où on a le relais mixte, en natation aussi, mais encore une fois, les places des hommes et des femmes sont hyper précisées et réglementées. Et donc, il y a quand même une réflexion sur où est-ce que va l'homme et où est-ce que va la femme, qui implique dans ce système sexiste de la place, qui impacte la place des personnes trans, qui sont souvent, notamment pour les femmes trans, considérées au travers du genre assigné à la naissance. Alors, en fait, je vais reprendre la parole parce que du coup, là, on voit que depuis tout à l'heure, la discussion tourne autour essentiellement en fait, de la performance sportive et donc, en fin de compte, des hormones et de savoir si les hommes et les femmes ont des caractéristiques physiques qui sont différentes. Et donc, c'était là où tout à l'heure, en fait, quand je parlais que les femmes trans sont perçues comme ayant des caractéristiques physiques qui sont intolérables, c'est pas moi qui le dis, c'est qu'en fait, les représentations sociales, et y compris au niveau des fédérations, comme vous l'avez montré d'un point de vue politique et autres, ce sont en fait des constructions politiques, sociales, qui imposent une essentialisation des corps en considérant que les hommes et les femmes sont différents par nature et donc que les personnes qui franchissent ces frontières doivent être mis à l'écart pour protéger les dites frontières. Et donc, du coup, quand on revient à toutes ces discussions, en fin de compte, la question des hormones est en fin de compte un rapport sur c'est quoi la frontière du sexe et du genre. Donc, en fait,
moi, je m'en fiche de savoir si une femme trans a les mêmes caractéristiques physiques qu'une femme cis. En fait, la question, elle n'est pas là, à mon sens. La question, elle est plutôt, à mon sens, de savoir pourquoi est-ce qu'il y a une frontière entre les femmes cis et les femmes trans, ou entre les hommes cis et les hommes trans, ou entre les femmes cis et les hommes cis, etc., etc. La question, à mon sens, ça va plutôt être posée par rapport à là, alors qu'en fait, là, on reste sur une question beaucoup plus sur comment ajuster la frontière tout en conservant les catégories masculines et féminines. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve notamment aussi dans le sport queer, ou même dans le sport queer, il y a des catégories masculines et des catégories féminines. Et il y a, alors évidemment, avec tout un tas de nuances, c'est-à-dire que par exemple, là, il y a une Coupe du Monde de rugby des clubs LGBT+, à Rome. Il y a une équipe de France qui est composée de plusieurs clubs gays, donc des femmes qui jouent dans les clubs gays, qui vont participer à cette Coupe du Monde-là. Et il y a des hommes trans qui participent aussi dans l'équipe, dans le tournoi féminin. Donc on a, comme d'habitude... Pas l'équipe de France. Si. Non, c'est moi qui les envoie. Donc je peux te dire, il n'y a pas d'équipe de France. C'est chaque club qui va à la Birmingham Cup à Rome, et c'est chaque club qui y va. Il n'y a pas d'équipe de France. La Fédération française ne délègue personne. Alors, je suis dans l'équipe des Simones, et les Simones, c'est une équipe de Barbarians, issue des clubs... Pareil, les Barbarians, c'est autre chose. Oui, mais en fin de compte, c'est l'équipe de France. Même si ce n'est pas l'équipe de France au niveau fédéral, ça reste une équipe, d'accord, j'aurais dû dire le nom, et j'aurais pas dû dire que c'est une équipe de France, mais en fin de compte, c'est une équipe qui réunit plusieurs... Représentera la France peut-être, mais ce n'est pas l'équipe de France. Oui, d'accord. Non, mais c'est exactement ça. Je me suis trompé sur les termes, et j'aurais dû dire que c'est une équipe. Mais l'idée, en fait, pour venir à ça, en fait, c'est que l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des hommes trans qui participent dans les tournois féminins, ou des femmes trans qui, des fois, participent dans les tournois masculins. Mais en fait, l'idée derrière, c'est qu'il y a toujours des tournois masculins, des tournois féminins, y compris dans les Eurogames, donc, comme je disais, qui sont les compétitions LGBT+, internationales et autres. Et donc, on a toujours cette idée de vouloir créer des frontières entre les hommes et les femmes. Et donc, en gros, la question de la testostérone ou des hormones ou du corps sportif performant, en fait, est liée à ces questions de frontières. Et donc, si on se pose la question de savoir si les corps, à mon sens, doivent être différents et qu'on retrouve dans les représentations, y compris dans les équipes lesbiennes ou gays ou autres, par rapport à ce que les corps des femmes trans vont des fois être supérieurs en termes de représentation par rapport aux femmes cis, on est toujours cette logique de concevoir les corps en fait comme étant différents et donc que les frontières doivent être un peu hermétiques. C'était tout ce que je voulais dire par rapport à la représentation du fait que les femmes trans sont perçues comme étant en ayant des capacités physiques supérieures. C'est pour permettre aussi de continuer à garder les frontières hermétiques. Alors, moi, je n'étais pas au fait de ces compétitions LGBT avec ces caractéristiques-là aussi précisément. Et ça me perturbe parce que là où il devrait y avoir un modèle d'inclusion, il y a un modèle d'exclusion qui se crée automatiquement au travers de ce que j'entends. D'autant plus que les fédérations internationales du sport autorisent tout à fait à une femme trans de concourir chez les hommes. Hein, ce n'est pas un problème. Au contraire, même, c'est ce qu'elle préconise. Elle dit, non mais attendez, vous étiez un homme, vous devez être une femme, vous faites ce que vous voulez, mais vous allez concourir contre les hommes. C'est un peu, notamment le mouvement féministe, ultra-féministe, c'est ce qu'il réclame. Donc moi, je suis effaré que dans les compétitions LGBT, on en soit encore là, quoi. Ça me paraît complètement ahurissant. Donc, déjà, on n'est pas très optimiste dans un court temps, mais là, j'avoue que même si au niveau loisir, on est encore dans cette discrimination liée à des suppositions de supériorité, et on ne va pas dévoiler nos études, mais on sait aujourd'hui que c'est faux, dans la grande majorité, ça me perturbe. Ce qui est sûr, c'est que on voit bien cette puissance qu'il y a de l'a priori et du gabarit, du look. Voilà, c'est une personne qui est grande, c'est forcément une personne qui va être puissante. Alors, évidemment qu'il y a des hors-gabarits. Évidemment qu'il faut ne pas mettre en place des autodéterminations genrées qui permettraient, notamment au niveau des non-binaires, de dire une fois je joue avec les garçons, une fois je joue avec les filles en fonction de la journée, comment je me sens. Malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui veulent cette catégorie féminine.
Et même la grande majorité. Pourquoi? Parce qu'on voit très bien que dans les 10% qui séparent les hommes et les femmes de la performance, on va le retrouver, ces 10%, y compris dans les catégories moins fortes. Il n'y a pas qu'aux Jeux Olympiques. Vous prenez n'importe quelle course de quartier, cette différence, vous allez la mesurer. Donc ça veut dire que jamais une fille va gagner. Et on sait bien qu'il y a des associations, notamment dans l'escrime, pas dans l'escrime, dans l'escalade, où les filles ne sortent qu'entre elles, parce que systématiquement, quand il y a un garçon de cordée, il fait la première. Il est en tête de cordée. Et les femmes, elles suivent derrière. Donc pour imposer la femme alors qu'elle est tout à fait capable d'être en tête de cordée. Simplement, c'est social, c'est sociétal, ce sont les constructions qui font que la femme va passer derrière. Si l'homme ne la fait pas passer devant, elle va rester derrière. D'où la senseuse veuillez passer madame, qui pourrait se voir comme étant en forme de politesse, mais qui n'est pas du tout. En fait, c'est juste que il est normal que la femme soit derrière, donc comme je veux rendre une politesse, je la fais passer devant. Donc ces schémas perdureront. Est-ce que la société, dans 50 ans, aura rebalayé l'ensemble, ou voire même que le génome humain se soit modifié au rythme du climat? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la décomposition par catégorie est totalement indispensable à la visibilité d'une forme d'un ensemble de personnes. Et la femme revendique cette catégorie féminine. Donc, à vouloir lutter contre cette catégorie féminine, on va juste dans l'invisibilisation de la femme. Ça, c'est indéniablement vous pouvez discuter avec toutes les femmes, elles vous le diront sans aucun problème. Après, il y a des formes, effectivement, où l'enjeu de loisir est là, uniquement dans le plaisir de participer à l'autre, où là, effectivement, on peut effacer, et plus la mixité est forte, mieux c'est. J'ai un exemple, par exemple, je joue en handball féminin dans un club de filles, et dans le même club, il y a aussi un club de garçons, loisirs, les deux. Et dernièrement, on a fait un entraînement où on a fait une partie de l'entraînement mixte sur un petit match amical entre nous. Et après, les filles ont joué contre les garçons. Voilà. Donc, quand on était mixte, ça allait à peu près, sauf que de temps en temps, il n'y avait que les garçons qui marquaient. Et puis, quand on a joué les filles contre les garçons, moi, je me suis arrêté parce que globalement, c'était une humiliation totalement insupportable. Donc, j'y crois pas trop à ces formes de mixité totale dans lequel le genre s'efface sur la capacité. Parce que on va toujours regarder ce qui est devant, ce qui est exemplaire, ce que l'on peut regarder en termes de performance. C'est l'être humain qui est comme ça, hein. Il a toujours voulu se mesurer. Le sport ne date pas d'hier, il date du Moyen-Âge, avec les joutes, avec un certain nombre de confrontations. Et tant mieux qu'il existe, parce que tant qu'on joue, on ne se tape pas dessus. Malheureusement, il n'y a peut-être pas assez de gens qui jouent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la déconstruction dont vous avez parlé est totalement nécessaire. Voilà. Une femme trans, ce n'est pas un homme diminué, c'est une femme. Un homme trans, et on dit qu'on ne veut pas supposer la supériorité d'un homme trans, mais je vous prends par exemple la natation synchronisée, qui va avoir lieu aux Jeux Olympiques de Paris. Vous avez une femme qui a fait 15 ans de haut niveau en natation synchronisée, elle devient un homme. Est-ce qu'il n'y a pas, c'est un point d'interrogation, j'en sais rien, hein, est-ce qu'il n'y a pas un avantage présumé de la personne dans la gym, dans là où il va y avoir une forme de grâce, le patinage artistique par exemple. Donc ces questions vont se poser, mais par contre, on n'en entend pas parler parce qu'on est dans le patriarcat, on est dans la femme est inférieure à l'homme, donc jamais une femme qui devient un homme ne pourra dépasser un homme. C'est juste impossible. Et c'est encore dans ce simplisme qu'on vit aujourd'hui dans les études qui ont été menées. Et donc on les écarte. Par rapport à la mixité qui pourrait ne pas être possible et que ce serait que des podiums masculins, par exemple en natation maître, donc hors élite et élite à partir de 25 ans, les podiums, ils sont la plupart du temps, et les compétitions sont mixtes, et les podiums sont mixtes également, et c'est pas pour autant que les hommes gagnent tous les podiums dans toutes les nages. Natation maître, à titre personnel, puisque je nage en compétition maître, et donc les plus de 25 ans jusqu'à 90 ans, 99, et sans but de haut niveau et de
de sponsors. Non, 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 loisir. Enfin, loisir, oui, enfin, mais il y a les championnats de France de maîtres, etc. Ouais, Et les compétitions peuvent être en mixte, etc. Les podiums sont mixtes et tous les podiums ne sont pas uniquement maîtrisés par des hommes. Tous les âges sont confondus, c'est-à-dire qu'on peut avoir des podiums par catégorie d'âge, donc tous les 5 ans ça change de catégorie, mais on peut aussi avoir des podiums toutes catégories confondues, et même dans ces catégories confondues, les podiums sont mixtes également. Et donc il y a aussi, c'est Béatrice Barbus qui essaye de le montrer, donc Béatrice Barbus qui est sociologue, sport et féministe, elle est présidente de la Fédération de hand. Elle montre que la performance genrée est également une performance conditionnée par le social, c'est-à-dire que moi, en tant que femme nageuse, je ne vais pas aller chercher à battre le temps de Florent Manoudou parce que je sais que je ne vais jamais me confronter à Florent Manoudou. Par contre, si je vais aller chercher essayer de me confronter au temps de Charlotte Bonnet, ça va m'apparaître possible parce que je sais que potentiellement, un jour, je peux concourir comme Charlotte Bonnet. Et donc, il y a cette idée que la performance, on ne va pas aller chercher à se performer contre des gens contre qui on n'est pas concerné. Et donc, je ne vais pas aller chercher à battre des temps masculins. Et il y a aussi cette idée du coup que non, ça ne sert à rien de faire fille contre gars. De toute façon, les filles, on va perdre. Ça se retrouve aussi à l'école. On peut le retrouver dans votre expérience, Sandra. C'est qu'il y a aussi ce conditionnement social majoritairement inconscient qui est de se dire les garçons sont plus forts de toute manière, donc on va perdre. Oui, mais je crois que tu fais une grande confusion entre... Enfin, c'est parti comme ça, de par vous. Là, nous sommes dans... Toi, tu es dans le sport loisir, et avec Sandra, on parle plutôt du sport de compétition et de haut niveau même. La mixité est absolument impossible, puisqu'elle est interdite. Dans tous les sports collectifs, à partir de 15 ans, la mixité est interdite. C'est terminé. Et donc, la seule mixité possible par la suite, c'est celle qu'on accordait à l'époque sous la catégorie sport vétéran. Aujourd'hui, c'est devenu le sport loisir. Et encore, par exemple, nous, en rugby, on l'interdit pour un problème assurantiel. Et quand Ludovine parlait de la Birmingham Cup à Rome, c'est la Fédération internationale des Gay Games qui l'organise. Il y a 4 équipes françaises qui y vont. C'est les Gaillards, les Coqs Festifs, les Rébellions de Lyon et les Twins de Toulouse. Eh bien, ces équipes-là, mis à part les Coqs Festifs, ne vont pas s'affilier à la Fédération française de rugby parce qu'on interdit la mixité. Et World Rugby interdit la mixité. Donc, tout ce que tu dis, Ludivine, je le reçois. Mais moi, qui suis une personne qui travaille dans une institution sportive, une fédération, tu es dans l'utopie. C'est utopique. Si moi j'arrive devant un comité directeur, puisque maintenant je suis à la Fédération française de football, et qu'à la prochaine réunion qu'on a lundi, je leur dis, voilà, il faut instaurer la mixité totale. Mais ils vont me prendre par le pot du cou, ils vont me jeter dehors de suite. Tu comprends? Voilà la différence, si tu veux, entre vous qui faites, j'y étais à ta place, qui fait des études, qui est dans la science, dans les sciences humaines, dans la sociologie, et moi qui suis dans une institution où je suis dans le pragmatisme. Et ce pragmatisme-là, il est incontournable. Et si on veut faire avancer les choses, c'est pas par l'utopie, c'est par des gens comme Sandra et comme moi qui, dans une fédération, on se bat contre des préjugés. Et c'est très difficile. Alors JB, je vais revenir à la... Je vais venir sauver un peu Ludivine dans cette affaire. Je te suis évidemment, JB, par rapport à nos études qui sont axées sur le niveau, mais il y a une donnée qui est qui est publique, elle n'est pas encore privée de la commission. On ne va pas vous donner les éléments de la commission qui nous interdit de communiquer, mais des documents qui sont publics sur les études qui ont été faites avant que la commission ne démarre, que vous pouvez avoir en ligne. Il y a 2 courbes. La courbe de performance des écarts types féminins et masculins sur l'ensemble des sports. Et on voit qu'il y a un recoupement avec un âge. Donc vous avez vous montez en âge, donc vous avez la performance qui monte. Et puis vous arrivez à un summum de vos capacités. Et puis après, ça redescend.
c'est une courbe très, très connue. Et la courbe des femmes et la courbe des garçons se chevauchent en partie. D'accord ? Donc, il y a une courbe d'âge, une courbe de performance, et ces deux courbes montrent une surface dans laquelle ce que dit Ludivine est tout à fait possible. Donc, tu as tout à fait raison, Ludivine, dans ce que tu dis. Mais là où JB a raison, c'est que si on occulte cette zone des possibles, si on prend que la crête, donc c'est-à-dire les meilleurs de ces disciplines-là, alors non, il n'y a pas de chevauchement. Et alors là, si une femme combat contre un homme sur ces niveaux de performance, la femme, elle sera toujours derrière. Mais on est dans le sport de haut niveau, on est plutôt dans les... On est... Quand il n'y a pas le meilleur ultra... Quand il n'y a pas le numéro... Oui, mais quand il n'y a pas le numéro 1, homme. À l'UTMB, il n'y a pas de femme qui a gagné l'UTMB, il n'y a pas de femme qui a gagné la diagonale des fous. Aux États-Unis, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas les tout meilleurs hommes. Alors, on est sur le tir à l'arc, l'équitation, un sport mixte. Donc, on est dans ces zones de sport dans lesquelles, d'ailleurs, les transidentitaires ne sont pas interdits du tout, hein, même le canoë-kayak, hein, où la technicité est aussi importante que le physique, voire complètement. C'est-à-dire que le tir à la carabine, le tir tout simplement, ou même le tir à l'arc, où il peut y avoir une composante technique, mais les armes sont associées. Évidemment, là on va parler de problématiques surtout dans des sports à dominante masculine. Et là, encore une fois, comme je l'ai dit, ça va dépendre de la discipline à l'intérieur d'un même sport. Mais ce dont on parle là, ça va être pour la natation, ça va être pour l'athlétisme, le sprint, parce que lorsqu'on s'aperçoit sur les facteurs de performance hommes-femmes que les courbes s'inversent, notamment liées à la durée. Alors ce que vous dites, c'est vrai. Là où c'est compliqué aussi, c'est qu'on n'est pas bien sûr des problématiques de dopage. Ça ne veut pas dire que les femmes sont dopées, hein, je n'ai pas dit ça du tout. Mais ça veut dire que même chez les hommes, c'est pareil. Mais on a, dans les études qui sont à mener, on a trop peu de cas. On se base sur quelques cas connus de choses qui se sont passées, y compris pour les personnes transgenres. Il y a Thomas, Austin Killing, c'est des choses comme ça. On ne peut pas faire de conclusion sur ces choses-là. Mais si on prend le marathon de Paris, si on prend la majorité des grands événements dans lesquels il y a une confrontation homme-femme, on va se retrouver avec une femme qui va être à la 5e, 6e place. C'est extraordinaire, je veux dire, il y a plein d'hommes qui aimeraient être à ce niveau-là. Mais globalement, on va retrouver sur ces problématiques-là. Donc, comme il y a un classement homme-femme, c'est la première femme qui est donc on la considère même avec émerveillement. Mais il n'empêche que si on efface la catégorie, eh bien, au marathon de Paris, il n'y a jamais une femme qui a traversé à aucun des marathons. Pas qu'à Paris. Pas qu'à Paris. On va peut-être donner la parole au public. Je crois qu'il y a des demandes. Je passe là. Et ensuite... Bonjour, merci beaucoup à tous les quatre pour vos explications, c'est hyper intéressant. Il y avait quelque chose que je trouvais aussi assez intéressant dans vos interventions quand vous avez mentionné la pratique du sport amateur, parce que c'est vrai que c'est en fait pour beaucoup de personnes trans qui font du sport, en fait, les conditions de pratique de manière très concrète et pas du tout utopique, c'est aussi être dans un club au quotidien, faire face à des discriminations, j'imagine, et j'aimerais bien vous entendre encore un peu parler là-dessus, parce que, et comment aménager, quelles sont les difficultés, est-ce que il me semble que vous parliez de Nantes, c'est ça? Et donc, comment ça se passe avec une municipalité aussi concrètement pour que les clubs localement fassent en sorte que les conditions de pratique soient plus inclusives et soient plus adaptées et pas seulement dans un contexte de sport de haut niveau, mais aussi très concrètement pour les pratiquantes sur le terrain. Par exemple, sur les besoins et attentes des personnes trans que j'ai pu rencontrer, c'est déjà la bienveillance et de la formation. Ça va être l'accessibilité à la licence sportive en dehors de leur sexe assigné et leur état civil mentionné, parce qu'il y a plusieurs personnes trans qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas, pour raison de, par exemple, phobie administrative, changer d'état civil.
sachant que l'état civil, c'est un passage au tribunal, etc. Donc c'est des démarches longues, des démarches administratives qui ne sont pas forcément accessibles à l'ensemble de la population. Ça peut être également des vestiaires davantage individuels que collectifs, mais tout en sachant que ça, c'est des demandes des personnes trans que j'ai pu rencontrer, mais ça peut valoir pour l'ensemble de la population française. Je veux dire, par exemple, quand on met des rampes d'escalier, enfin des rampes pour permettre les personnes en fauteuil roulant de venir dans un endroit, ça n'empêche pas les personnes valides d'utiliser la rampe. Donc, si par exemple dans les vestiaires, on avait des vestiaires individuels plutôt que collectifs, ça permettrait à des gens qui sont victimes de grossophobie ou mal à l'aise avec leur corps de pouvoir s'introduire dans des espaces sportifs qui leur sont soit angoissants, soit totalement impossibles. Ça permettrait une lutte contre la sédentarité, puisque on le sait, par exemple, les personnes en situation d'obésité, le fait de se changer, de se mettre à nu, c'est hyper compliqué, et sauf que c'est la première partie de la séance sportive. Donc, quand on commence par déjà une crise d'angoisse parce qu'on se dit qu'il faut se mettre à nu devant des gens qu'on ne côtoie pas, c'est compliqué. En étant prof de PS, je le retrouve chez mes élèves qui préfèrent aller se changer assises dans des toilettes, une personne qui ont de l'urine partout, etc., plutôt que de se changer devant des filles, des camarades qu'elles n'apprécient pas forcément, qu'elles n'ont pas forcément envie de se mettre à nu devant elles. Et donc finalement, les adaptations demandées par les personnes trans, elles touchent également plein d'autres de minorités ou de difficultés de vécu dans la pratique sportive. Les toilettes neutres également, des toilettes neutres, on part toujours en mode bah non mais c'est impossible. Quand on va dans un restaurant et qu'il n'y a qu'une seule toilette, les toilettes par principe elles sont neutres. Les personnes qui utilisent les urinoirs, elles peuvent également faire pipi dans des toilettes classiques comme on a à la maison. Rares sont les maisons, il me semble, qui ont des urinoirs. Donc à partir du moment où des fois il n'y a qu'une ou deux toilettes, c'est des toilettes neutres. Et donc c'est pas totalement impensable de repenser du coup ces espaces et du coup notre métropole qui est du coup influencée par le fait que je sois présente et que j'ai initié avec eux des discussions sur ces questions de genre, de transidentité, de relation au corps, etc. Ils me disent maintenant on cherche partout à mettre des toilettes neutres parce que on se dit les urinoirs, on met un coin urinoir ou alors on n'en met pas du tout. Et je veux dire, les personnes avec un pénis pourront quand même aller aux toilettes, ils feront comme chez eux, quoi. Donc voilà. Oui. Alors du coup, ça va aussi dépendre des cultures de chaque association sportive et de chaque club. Donc par exemple, je vais reprendre l'exemple des vestiaires que tu as parlé juste avant. C'est que en fonction, tous les clubs ne vont pas forcément avoir un passage obligatoire dans les vestiaires ou vont pas forcément prendre de douche dans les vestiaires. Par exemple, un des clubs de football dans lequel je suis, le club ne prend jamais de douche. Les gens vont dans les vestiaires, déposent leurs affaires, se changent, parfois ne se changent même pas et arrivent directement en tennis sport avant d'aller sur le terrain. Et une fois la fin de la pratique finie, les personnes retournent dans les vestiaires, récupèrent leurs affaires et partent. Alors c'est aussi lié au fait que comme le terrain de foot, c'est un terrain en synthétique, il n'y a pas de boue, donc le fait de passer au vestiaire est peut-être moins important. Alors qu'à l'inverse, par exemple au rugby, les personnes vont à la fin des entraînements se doucher pour après se changer et tout. Donc ça va vraiment dépendre aussi des cultures, des cultures sportives, y compris même entre deux associations, parce que le deuxième club de foot, les douches sont prises alors que dans la première ne le sont pas. Au karaté, là où j'étais aussi donné de voir, c'est que les personnes changeaient de tenue, parce qu'au karaté, il faut avoir une tenue blanche immaculée, en tout cas dans le club où j'étais, d'un côté très tradition. Mais au retour de l'entraînement, les personnes n'utilisaient pas non plus les douches et se changeaient juste de manière individuelle, voire des fois. Donc en vrai, en fonction déjà des rapports, juste sur la question des vestiaires, en fonction des rapports culturels de la culture du club, de l'association, au niveau des vestiaires, ça va changer énormément par rapport aux personnes trans. Parce que ça va aussi dépendre des personnes trans par rapport au corps que ces personnes-là vont avoir. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont avoir un corps qui va être normatif, donc avoir un corps qui va ressembler à un corps de personnes cis classiques, ou est-ce que ce seront des corps qui seront perçus comme étant non normatifs et donc avoir des corps qui seront, pour le dire de manière anthropologique, est-ce que ce sont des corps qui vont être liminaires? Donc liminaires, c'est-à-dire à la marge. Et donc,
toutes ces questions-là doivent être prises en compte pour savoir comment est-ce que les personnes trans peuvent être ou non acceptées ou exclues de ces environnements-là. C'est-à-dire qu'une femme trans qui ne sera pas opérée, donc aura un corps pas totalement un corps de femme cis, dans certains environnements, si l'idée de prendre des douches apparaît, et ben peut-être que cette femme-là sera plus facilement mise à la marge en lui demandant d'aller dans un vestiaire à côté, parce que certaines personnes ne veulent pas que cette personne-là soit présente dans les vestiaires. Alors que si l'idée de ne pas prendre de douche apparaît, comme les corps ne sont pas dévoilés, ne sont pas mis à nu, et ben dans ce cas-là, le fait d'avoir des personnes trans qui ont des corps à la marge va moins poser de soucis. Et donc en fait, on peut multiplier ça sur la pratique en tant que telle, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que sinon je donnerai pour un certain temps, mais en fait il faut vraiment prendre en compte deux choses, c'est à la fois la culture de l'association sportive et la culture du sport, donc du coup deux éléments qui doivent être pris en intrication, et de l'autre côté le rapport à la fois de la personne trans de par son corps et de par son identité, et en fait il faut prendre tout ça dans un mix pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que les personnes trans peuvent être mises à la marge ou être acceptées au sein des associations sportives. Donc en fait, c'est tout un tas. Donc il n'y a pas vraiment de réponse à proprement parler. Ça va vraiment dépendre quasiment au cas par cas. En tout cas, je n'ai pas donné d'avis parce qu'après, mon but non plus n'est pas forcément de donner un avis derrière, mais c'est surtout d'analyser ce qui se passe. Donc je ne vais pas non plus après dire ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faudrait pas faire. Je laisse ça après aux personnes plus compétentes que moi sur cette question. Merci Ludivine. On va prendre une nouvelle question. Oui, merci. Je vous remercie. Et je me présente d'abord parce que Cheikh Tidiane Wane, je suis enseignant-chercheur et directeur de l'EFR-SAPS de Besançon. Donc, j'étais très heureux quand j'ai vu effectivement le titre de cette communication. Et je suis vraiment loin, à un moment donné, de ce qui se passe. Par exemple, je ne poserai pas, comme ce qui transparaît, une opposition au niveau amateur. Parce que le haut niveau aussi, c'est un pourcentage faible de personnes, même si c'est la vitrine. Mais aujourd'hui, la vraie problématique, effectivement, c'est des discriminations, c'est dans le sport amateur. Moi, je suis entraîneur de football, responsable de club, mais immédiatement, quand on parle de ça, je suis en train de me dire, oui, le week-end, les samedis, les dimanches, comment ça va se passer effectivement sur les terrains de football? Je me questionne, c'est là où effectivement les gens sont en souffrance. Parce que quand on est dans le sport de haut niveau, quelque part, celui qui va être dans l'équipe du PSG ou dans l'équipe, il est protégé. Il est protégé de pas mal de choses. Donc, ma question est de savoir, moi aujourd'hui, effectivement, vous, en vous écoutant, vous êtes largement en avance sur nous. Et tant mieux. Mais moi, en tant que directeur de fac aujourd'hui, comment je vais gérer un étudiant l'année prochaine, transgenre qui vient? J'ai envie d'information parce que l'autre problème, c'est qu'on n'est pas formé. On n'est pas accompagné, on n'est pas éclairé sur ces problématiques-là. C'est pour cela que vos présences dans des institutions comme ça aussi, c'est super important. Et encore, heureusement qu'on a des études sociologiques qui nous éclairent sur ces problématiques-là. Heureusement aussi qu'à un moment donné, dans le rugby, des études de Jules Ulrich, des études de pas mal de chercheurs aussi ont permis d'éclairer la performance. Et moi, ma question aujourd'hui, c'est de savoir, demain, effectivement, quels sont les conseils, parce que j'ai eu vent dans une STAPS où il y a une étudiante ou un étudiant transgenre, par exemple, une ou un, qui vient effectivement, qui donne une dispense de natation. Pour un étudiant, la problématique, c'est effectivement le maillot de bain que je dois mettre, qui lui met, en tant que transgenre, un mal-être qui fait que cette personne est obligée d'aller voir un médecin. Voilà des questions pratiques sur lesquelles on est et qu'on n'arrive pas, nous, sur le terrain. Et si ça se pose demain dans ma fac, j'ai aucun truc de législation. Si quelqu'un vient, un étudiant transgenre vient me dire, écoute, je veux un vestiaire seul, je ne sais pas, parce que si j'en ai pas, on n'a pas des infrastructures. Voilà les vraies problématiques auxquelles, effectivement, je souhaiterais que vous m'éclairez. Je vais répondre moi rapidement. Une courte réponse, s'il vous plaît. Courte réponse. JB a donné tout à l'heure une indication. D'abord, c'est ce qu'elle a fait, l'expérimentation. On a tellement peu de cas que chaque expérimentation est une mine d'or d'informations. Donc, vous n'allez pas avoir une avalanche de personnes dans ce cas-là. Donc, traitez-le cas par cas. Traitez-le avec le plus de bienveillance possible parce qu'être une personne trans, et j'en suis une, c'est d'une violence inouïe.
ce n'est pas un choix. Moi, si j'avais un bouton où on me disait tu seras trop content d'être un mec, eh ben, j'aurais appuyé avec les pieds, avec la tête, avec tout ce que je pouvais. J'ai reculé au maximum toute cette affaire-là parce qu'à l'époque, en plus, ça n'existait pas où on était des malades mentaux. Donc, on ne peut pas ne pas être transgenre une fois qu'on l'est. C'est comme l'homosexualité, c'est comme toutes ces minorités. On l'est, on l'est. On a le choix de vivre malheureux ou malheureuse, ou de faire une transition, ou pas, une mixité, d'être ce qu'on recherche à être soi-même. En tout cas, l'insertion dans la société comme vous le souhaitez, et vous en tant que dirigeant, c'est l'accueil, la bienveillance, le respect des uns des autres, et être proactif, proposer à la personne. Parce que la personne, naturellement, ne va pas forcément être enclin à revendiquer. Elle va être plutôt enclin à se cacher, suivant comment ça se passe, sa transition, ou pas. Elle est physique, elle n'est pas physique, elle n'est que état civil, auquel cas toutes ces questions vont être très différentes. Pareil pour la non-binarité. Respecter ses choix, tant qu'il ne dérange pas l'éthique ou le mental des autres, hein. C'est la réalité de la pratique des autres. C'est autre chose. Voilà. Donc, pour moi, la réponse, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est vous qui l'avez. Alors, si tu veux, je te réponds en tant que président du comité de lutte contre les violences et les discriminations à la Fédération française de football, maintenant. Hier, nous avons eu une réunion où a été diffusé un film qui s'appelle « Être soi », qui sera diffusé dans tous les clubs. C'est un film qui montre des jeunes qui sont en stage à Clairefontaine, de majorité issue de quartiers sensibles, et qui sont confrontés, si tu veux, à, bien sûr, ils viennent ici à Clairefontaine pour performer, pour devenir des joueurs de professionnels, hein, c'est leur aspiration première, mais on cherche à leur inculquer aussi des devoirs, des valeurs. Alors, bien sûr, cela paraît un peu superflu, mais on s'y attelle. Et dès la semaine prochaine, on va travailler sur l'identité de genre au sein de la Fédération française de football. Donc, déjà, c'est un premier pas. Moi, je me bats pour ça, mais déjà, c'est lancé. Donc, c'est quand même un pas important. Maintenant, quand tu dis la vitrine, oui, la vitrine, c'est le très haut niveau, bien sûr. Mais si nous avions, il y a 2 400 000 licenciés à la Fédération française de football, 800 000 jeunes de moins de 21 ans. Si on fait un ratio, c'est ce que hier nous disait le DTN, si on faisait un ratio par licencié de proches, c'est-à-dire les parents, la fratrie et quelques amis, on fait un multiplicateur par 10. On touche 25 millions de personnes. 25 millions. Quel est aujourd'hui le sport qui peut toucher 25 millions de personnes en France, si ce n'est le football? Et en dehors du foot, quoi donc? L'éducation nationale et le système familial. Donc c'est vrai que le foot a un devoir sociétal important. Il va s'y attacher, puisque la Fédération française de football va dégager 6 millions d'euros sur 3 ans, 2 millions d'euros par an, pour justement lutter contre toute forme de discrimination. Donc ça, c'est un premier point. Mais après, c'est vrai que ce qui nous manque, alors là, je le dis, et je crois que Philippe Lyotard, qui devait venir, l'aurait dit à ma place, sur 2 400 000, il n'y a pas un homo. Il n'y a pas un homo. 2 400 000 licenciés, pas un seul joueur homosexuel. Et alors encore moins de trans. Alors on fait quoi? On est une communauté à part où on a mis un mur et on interdit les LGBTI de rentrer. Donc il faut libérer la parole. Il faut libérer la parole. Et libérer la parole, ça passe par quoi? Par de la communication, par prendre de grandes décisions, comme nous l'avons fait en légiférant sur les trans. Eh bien, on va essayer de le faire au foot. Et je suis sûr que hier, le DTN, Hubert Fordier, il me disait « Mais pourquoi veux-tu, JB, qu'on s'intéresse aux trans? Il n'y en a pas. » Ben, j'ai dit évidemment qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas d'offre. S'il n'y a pas d'offre, il n'y a pas de demande. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut à la Fédération française de football,
Crois-moi, ils en ont conscience. On va rentrer dans un gros problème de communication. On va communiquer. On va rentrer au cœur des clubs, au cœur des licenciés, pour faire changer la donne. Et cette fédération qui a une mauvaise image, elle en a conscience. Et Philippe Diallo, le président, crois-moi, hier, il a tenu un discours exceptionnel sur l'engagement sociétal de la Fédération française de football. Je suis persuadé qu'il va gagner parce qu'il s'est entouré d'une équipe extraordinaire et qu'il va tout faire pour changer la donne. Et d'un point de vue pratique pour les facs, c'est qu'il existe maintenant il me semble que ça a été institutionnalisé, légalisé, légitime. Bref, j'ai plus le mot, mais comme quoi il faut prendre en compte davantage le prénom d'usage, le pronom d'usage, voilà. Et donc déjà à partir du moment où la personne elle peut dire ok sur mes papiers c'est ça, mais s'il vous plaît notez-moi comme ça sur les listes d'appel, reconnaissez-moi sous ce prénom, sous ce genre-là, c'est déjà un énorme pas et une prise en compte des personnes trans. Ensuite pour la prise en compte par exemple en STAPS où on est face aux vestiaires, etc. Il y a la circulaire qui peut être contestée, etc., mais en 2021 de Blanquer, pour l'éducation nationale, mais qui peut être inspirée, où en fait, le premier point, c'est ce qu'avait dit Sandra, c'est la bienveillance, l'écoute et la prise en compte des besoins de la personne trans, qui sera la première à vous dire si c'est une volonté de sa part de vouloir se changer, par exemple pour une femme trans avec les autres filles, ou pour un homme trans avec les autres garçons. Moi, j'ai des élèves trans qui me disent moi, je me sens pas suffisamment à l'aise avec mon propre corps pour demander de me changer avec les autres filles pour l'instant. Et du coup, à partir du moment où déjà la personne trans peut choisir et que c'est pas vous qui imposez de non, tu te changeras pas avec les filles parce que tu as un corps normé masculin, c'est différent que de lui demander qu'est-ce que tu veux toi et qu'est-ce que tu as besoin pour te sentir à l'aise dans ta formation. Ça marche ou pas? Je vais juste faire quelques mots de conclusion parce que le speaker me demande d'aller vite parce qu'on a un petit peu de retard. Peut-être deux remarques ou deux regards un peu extérieurs et bienveillants là, en remerciant l'ensemble des intervenants. La première chose, c'est que je trouve que l'entrée par le haut niveau est intéressante parce qu'elle vous conduit, JB et Sandra, finalement à interroger le modèle du haut niveau. Vous arrivez, vous posez la question de voilà, est-ce qu'une compétition à équité, ça existe? Et alors, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Hein, parce que par discipline, il faut voir le nombre de nanomoles. Et je vous assure que ça va continuer à être compliqué. Moi qui suis ça dans le paralympisme, en fait, ça n'arrête jamais. C'est-à-dire c'est le fondement même de nos sociétés méritocratiques, de nos sociétés démocratiques, de ce qu'est une compétition à égalité. Vous voyez, une bagarre dans laquelle on pourrait élire le meilleur. On ne sait pas ce que c'est en fait. Hein. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est et je doute qu'on arrive à savoir exactement ce que c'est. Mais ce n'est pas grave. J'allais dire, ça permet de poser une question qui est heuristique, qui est productive, qui redéfinit les enjeux, les questions, qui les maintient vivantes et à mon avis, qui n'a pas d'issue. Le côté un peu négatif qui génère l'entrée par le haut niveau, par contre, là j'ai montré plutôt le côté positif, me semble-t-il, c'est qu'on voit bien comment est foutu le modèle sportif. C'est-à-dire qu'une fois que la règle a été décidée par le haut niveau, on ne fait pas semblant que c'est compliqué, on fait semblant qu'elle s'applique à tout le monde. Et elle se répercute, et tout est structuré sur le haut niveau. Et donc, alors même qu'on veut inclure les gens en bas niveau et qu'on demande de la souplesse pour prendre en compte les cas particuliers, on se retrouve avec des règlements qui sont faits pour comparer les gens à égalité, on ne sait même pas comment faire, pour s'occuper du gamin et de la gamine qui veut venir jouer au foot et on lui dit « rentre chez toi, tu ne peux pas toi ». Vous voyez le problème? Et là, je crois qu'il y a un vrai enjeu à bien jouer l'enjeu de la manière dont on peut questionner l'équité sportive au très haut niveau et en même temps à décorréler ces enjeux de comparaison et à casser ce modèle de la pyramide coubertinienne qui nous vient d'assez loin, qui est que les gamins de 5 ans, ils sont là quelque part pour qu'on les prépare à ça, dans des règles écrites, tacites, pour tout le monde, qui vont nous permettre de dégager une élite. Parce qu'il y a tout un tas de gamins qui viennent pour pratiquer, pour jouer, avec leurs différences, et après tout, qu'ils soient un peu plus forts ou un peu moins forts, qu'est-ce que c'est par rapport au fait qu'ils puissent jouer avec leurs différences? Et je pense que là, il y a un vrai enjeu. Deuxième élément peut-être de remarque générale, c'est que ça s'adresse plutôt à Sandra. La comparaison à tenter est toujours compliquée même en biologie, parce qu'on ne sait jamais si on mesure un être biologique ou si on mesure une mesure biologique qui est le produit d'une histoire sociale. C'est-à-dire que même quand on mesure quelque chose, là, un tenté, une dimension biologique, on ne sait jamais exactement ce qu'on mesure
Et prétendre qu'on mesure quelque chose d'un être biologique fixé, a fortiori, quand on est en moyenne, c'est problématique. Une mesure biologique, c'est toujours aussi une construction sociale. Et c'est aussi le résultat, j'allais dire sur le long terme, des opportunités qu'on a eues de jouer, de ne pas jouer, d'être interdit de faire telle chose, et sur un temps très long. Donc la vraie réponse aux biologistes qui mesurent à tenter, c'est de produire du monitoring et des études longitudinales sur le temps, de comparer des femmes cis et des femmes trans sur le long temps, de comparer des jeunes filles et d'autres sur le temps long, et de mesurer les effets sur le temps long et sur la biologie de l'ensemble des interdictions et des contraintes sociales qui pèsent sur nous depuis la petite enfance. Il y a du coup un danger à raisonner en moyenne et à un temps T, parce qu'en loupant les processus de longue histoire, on peut, j'allais dire, empêcher d'une certaine manière des transformations peut-être amenées à se faire sur le temps long ou amenées à rendre caduque ce qu'on pensait être un être biologique. Et moi qui travaille sur les personnes ayant des incapacités, les personnes handicapées, les paralympiques, je peux vous dire c'est une dimension déterminante de savoir à un moment donné ce qui est de l'être biologique de la personne et qu'est-ce qui relève de ses capacités de développement ou d'une histoire développementale particulière qui est aussi une histoire sociale. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup là, pour ces échanges et je pense qu'ils sont à suivre, notamment parce que je pense que les travaux de thèse qui sont lancés et qui vont arriver sur ces sujets-là dans les prochaines années sont évidemment de nature à outiller les commissions dans lesquelles vous êtes et dans lesquelles vous avez des responsabilités où elles peuvent évidemment vous donner des éléments à l'appréciation, évidemment, et en fonction des rapports de force pragmatiques dans lesquels vous êtes engagés qui sont, on l'a compris, immensément compliqués. Merci Sylvain de cette conclusion. Tu m'épargnes la conclusion. Et simplement peut-être un mot, encore un mot pour évidemment que vous ne partiez pas tout de suite, puisque nous sommes invités tous donc à visiter l'exposition au campus Condorcet à l'Humatech, une exposition formidable où les deux commissaires nous attendent et où un cocktail dînatoire sera servi après la visite de cette exposition. Et ça nous permettra de continuer les échanges encore une fois passionnants. J'aurais rien pu dire de plus intéressant que ce que vous avez toutes les quatre dites. Donc encore merci et bravo.